Bonjour, bienvenue à notre cours COM 420, rhétorique, art oratoire et grand discours. Bienvenue à cette séance qui sera consacrée à l'introduction au champ de la rhétorique. Enfin, il s'agit de la partie 2. Lors de la séance précédente, nous nous sommes intéressés au livre d'Alexandre Motulsky-Falardeau, La rhétorique aujourd'hui. La séance d'aujourd'hui s'intéressera, elle, à l'ouvrage d'Olivier Reboul, Introduction à la rhétorique, théorie et pratique. En fait, nous nous intéresserons au chapitre introductif de cet ouvrage, dont je rappelle, une copie est disponible dans le recueil de textes qui est disponible sur la plateforme Moodle. Donc, Olivier Reboul définit la rhétorique, il précise ce champ en disant que la rhétorique définit l'art de persuader par le discours. Donc, ici, ce que Reboul met de l'avant, c'est cette idée que la rhétorique s'intéresse à la persuasion. Lors de la séance précédente, nous nous étions intéressés à la question de l'éloquence comme étant le critère qui permet de juger de l'efficacité d'un grand discours. Un discours sera jugé efficace dans la mesure où celui qui le livre, celle qui le livre, apparaît éloquent ou éloquente. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est la persuasion. L'éloquence est cette capacité à amener un auditoire à adhérer au point de vue de l'orateur ou de l'oratrice. Persuasion, conviction, convaincre, amener à adhérer sont tous ici des synonymes. Ce n'est bien sûr pas toute la parole, pas tout type de parole publique qui peut être définie comme étant un discours. Seule la parole publique qui vise à persuader peut définir ce qu'est le discours. Donc, la persuasion est ici au cœur de la rhétorique comme forme discursive, forme de parole publique. Ici, Olivier Reboul établit une distinction intéressante entre amener quelqu'un à croire un discours. Ce n'est pas la même chose que d'amener quelqu'un à faire quelque chose, même si cette personne n'y croit pas. Donc, bien sûr, on peut amener quelqu'un par la menace, par la coercition, par des avantages, par exemple, qu'on peut faire miroiter à cette personne, à faire quelque chose, même si cette personne n'y croit pas. La rhétorique est un art puissant parce que la rhétorique cherche à amener quelqu'un à croire à quelque chose, éventuellement à faire aussi quelque chose, mais ici, l'adhésion que suscite la belle parole, la parole éloquente, est du type à amener quelqu'un à croire à faire quelque chose. C'est pourquoi la rhétorique est véritablement une arme puissante, parce qu'elle cherche à convaincre les esprits et non pas simplement à influencer les actions d'une histoire ou d'une personne. Olivier Reboul, dans son ouvrage, établit une distinction entre 4 types de fonctions particulières à tout discours. La première fonction, qu'il appelle la fonction persuasive, donc le discours sert à persuader, là, ça nous renvoie à la définition première du discours. Ici, cette parole publique cherche à convaincre. Et dans cette fonction persuasive, il identifie deux moyens qui sont utilisés pour persuader une auditoire. Le premier, ce sont les arguments rationnels, c'est-à-dire les arguments qu'on met de l'avant pour convaincre. On est dans l'ordre ici des arguments, de la raison, de la logique. Et à l'intérieur même de ces arguments rationnels, il fait une distinction entre les arguments de type syllogistique, et là, ça nous ramène donc à votre cours de philosophie 101 que vous avez suivi probablement lorsque vous étiez en année préparatoire. On s'appelle les carrés logiques d'Aristote. Donc, ce sont les arguments qui sont solides, qui évitent les failles de la syllogistique. C'est le premier type d'arguments qu'on utilise qui vont être à l'appui d'une parole efficace. Deuxième type d'argument rationnel sont les exemples. Donc, les exemples sont évoqués pour mettre de l'avant une idée, un personnage, un événement, et cet exemple est suffisant pour amener quelqu'un à rationnellement adhérer aux propos de l'orateur ou de l'oratrice. Donc, ce sont les arguments que l'on peut dire ici rationnels. À côté d'eux, donc, on trouve également une autre façon, un autre moyen qui sont les procédés affectifs. C'est-à-dire que l'orateur ou l'oratrice pourra chercher également aussi à jouer sur l'affect, sur l'émotion, sur les sentiments de son auditoire. Et à ce moment-là, il pourra établir deux procédés, deux manières. Il pourra d'abord jouer sur sa propre personne, donc mettre de l'avant des éléments qui vont susciter chez l'auditoire une émotion particulière. Ça peut être sa personne, ça peut être le contexte, ça peut être la manière de livrer son discours. Donc, on le verra plus loin. Et la deuxième façon, c'est le pathos lui-même. Donc, c'est-à-dire aller chercher ce qui, chez l'auditoire lui-même, en fonction de sa composition, son expérience, son état d'esprit à ce moment-là, pourra donc
susciter chez cet auditoire une émotion particulière, que ce soit la colère, la fierté, la conviction, quel que ce soit le sentiment qui soit recherché. Donc là, ici, on met de l'avant ce qui, dans l'auditoire lui-même, est susceptible d'amener cet auditoire à être convaincu par les paroles de l'orateur ou de l'oratrice. En guise d'exemple ici, par l'efficacité d'un discours fondé sur l'éthos, donc fonction persuasive, mais qui repose ici sur l'éthos. Je vais y aller ici d'un exemple très contemporain, en fait, qui nous vient de cette semaine, alors que nous avons vu une jeune poétesse que je ne connaissais pas, que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève avant cette prestation, cette très belle prestation, Amanda Gorman, qui a livré donc un poème le 20 janvier dernier, au moment de l'inauguration ou l'investiture de Joe Biden. Un discours fort intéressant par son contenu, bien sûr, hein, et c'est un très beau discours, mais la force première de cette prestation, de ce discours, tient davantage dans la personne elle-même d'Amanda Gorman, hein, une jeune femme noire, 21 ans, dans le contexte actuel des États-Unis. Les États-Unis sont traversés par des tensions politiques extrêmes, des tensions sociales, racistes, hein, fondées sur les races, extrême, une polarisation politique extrême. Évidemment, une figure comme celle-là vient qu'à apaiser par sa présence elle-même, par sa prestance elle-même sur la scène. Elle vient donc offrir un très beau discours, très efficace. Alors, imaginez le même poème, s'il avait été livré par un homme blanc dans la cinquantaine, serait probablement passé inaperçu. Le même discours, les mêmes mimiques, les mêmes intonations, la même qualité discursive, donc dans la livraison elle-même, aurait probablement passé complètement inaperçu. Donc, la force de cette prestation, de ce discours ici, tient en bonne partie à la personne elle-même d'Amanda Gorman, qui livre ici un très beau discours. Donc, allons-y avec un extrait de ce discours pour bien saisir ici toute la force de cette parole. Mr. President, Dr. Biden, Madam Vice President, Mr. Emhoff, Americans, and the world. When day comes, we ask ourselves, where can we find light in this never-ending shade? The loss we carry, a sea we must wade. We've braved the belly of the beast. We've learned that quiet isn't always peace, and the norms and notions of what just isn't always just is. And yet the dawn is ours before we knew it. Somehow we do it. Somehow we've weathered and witnessed a nation that isn't broken, but simply unfinished. We, the successors of a country and a time where a skinny black girl descended from slaves and raised by a single mother can dream of becoming president, only to find herself reciting for one. And yes, we are far from polished, far from pristine, but that doesn't mean we are striving to form a union that is perfect. We are striving to forge our union with purpose, to compose a country committed to all cultures, colors, characters, and conditions of man. And so we lift our gazes not to what stands between us, but what stands before us. We close the divide because we know to put our future first, we must first put our differences aside. We lay down our arms so we can reach out our arms to one another. We seek harm to none and harmony for all. Let the globe, if nothing else, say this is true. That even as we grieved, we grew. That even as we hurt, we hoped. That even as we tired, we tried. That we'll forever be tied together, victorious. Not because we will never again know defeat, but because we will never again sow division. Donc, reprenons ici, poursuivons avec l'analyse donc de cette fonction persuasive. Fonction qui cherche, comme Olivier Rabot nous le rappelait, donc le discours cherche à persuader. Il peut pour cela mettre de l'avant l'éthos, celui qui a parlé,
Et il peut aussi mettre de l'avant le pathos. Donc, on cherche, lorsqu'on on travaille le pathos, à mettre de l'avant une disposition particulière de l'auditoire qui risque de trouver écho avec les paroles. Donc, ici, je vais me servir d'un exemple d'un discours assez connu, tout le moins ici au Québec, le discours de victoire prononcé par René Lévesque le 15 novembre 1976, au moment de la victoire, donc la première victoire électorale du Parti québécois, alors que ce parti est relativement jeune. Le contexte est particulier. Hein? Le discours est livré, vous allez voir, ça semble un peu amateur, comme brouillon même, je dirais, ses propos. Mais nous sommes au centre Paul Sauvé. Une victoire électorale relativement inattendue pour les troupes péquistes. Nous sommes à ce moment-là, le Parti québécois est porté par une idéologie, le nationalisme, un nationalisme qui aujourd'hui a fort changé, mais qui à l'époque repose en bonne partie encore sur une forme de ressentiment. Ressentiment à l'égard du pouvoir anglophone. Et ici, la victoire du Parti québécois résonne pour plusieurs comme en quelque sorte une forme de revanche sur ce pouvoir. Donc, c'est dans ce contexte bien particulier qu'on apprécie les paroles de René Lévesque. En fait, dans ce cas-ci, il aurait pu dire à peu près n'importe quoi et ça aurait eu à peu près le même effet dans la foule qui était galvanisée avec cette victoire. Et ici, quelques mots ont suffi pour amener cette foule à réagir fortement. Hein. Je n'ai jamais pensé être aussi fier d'être québécois. Écoutons un extrait de ce discours. Monsieur René Lévesque à l'assistance ici. Le Parti québécois, c'est une clé. Le pouvoir, c'était la serrure. Vous venez de mettre la clé dans la serrure qui nous ouvre la porte de notre avenir. Voici René Lévesque. Je pense que je pense que j'ai pas besoin de vous dire. C'est difficile. Je pense que j'ai pas besoin de vous dire à quel point je suis incapable en ce moment de faire un commentaire sur l'extraordinaire marque de confiance qui est inspirée Je dois vous dire, franchement, qu'on l'espérait de tout notre cœur, mais on ne l'attendait pas comme ça cette année. J'ai jamais pensé que je pouvais être aussi fier d'être québécois que ce soir. Donc, reprenons ici. Elvira Boult pose donc dans la fonction persuasive de discours deux procédés, deux dispositions, les arguments rationnels et ensuite les moyens affectifs. À l'intérieur des moyens affectifs, on a l'éthos et le pathos. On doit dire également qu'un cas particulier se pose avec les figures de style. Les figures de style qui seront l'objet de la prochaine séance. Les figures de style jouent sur les deux tableaux.
Les figures de style sont à la fois des procédés rationnels, c'est-à-dire qu'ils répondent aux critères de la syllogistique, mais en même temps, ils font intervenir l'affect de l'auditoire ou de l'orateur lui-même. Donc, les figures de style sont à la frontière entre à la fois l'affect et le rationnel. Donc, on va les laisser pour l'instant. Nous allons y revenir lorsque nous allons nous intéresser à ces figures. Donc, revenons, fonction persuasive, première fonction de tout discours. Deuxième fonction, la fonction qu'on pourrait dire herméneutique. C'est-à-dire qu'un discours serait efficace dans la mesure où l'orateur sait être à l'écoute de l'auditoire, au point même de devoir en quelque sorte s'effacer. Lui-même, ses propres paroles deviennent en quelque sorte les paroles que l'auditoire lui-même prononcerait s'il avait l'occasion de le dire. Donc, la parole efficace ici est celle où l'auditoire se reconnaît directement dans ses paroles. C'est là qu'on tire la force de ce discours. Donc, la fonction herméneutique, il traduit, il écoute l'auditoire et il traduit ce que cet auditoire veut entendre. Je me servirai d'un exemple ici d'un discours également très connu, Martin Luther King, I Have a Dream. On s'appelle que Martin Luther King ici, à ce moment-là, est connu, pas autant qu'il l'est aujourd'hui. Il prononce un discours. Il était parmi quelques orateurs à prendre la parole à ce moment-là. Nous sommes à la fin août 1963, devant le Lincoln Memorial à Washington. C'est au terme d'une longue marche, la marche sur Washington pour l'emploi et la liberté. Il y a 250 000 personnes réunies. Ça fait beaucoup de monde. Il livre ici un discours où il appelle justement à la reconnaissance d'une société qui admettrait l'égalité de tous, qui permettrait donc, bien sûr, aux Afro-Américains de pouvoir jouir des mêmes droits, des mêmes libertés dont jouissent les Blancs américains. C'est un discours assez posé qui parvient également à trouver écho auprès des Blancs. Donc, c'est un discours relativement modéré par rapport à d'autres militants de la cause noire de cette époque, comme un Malcolm X, qui, lui, tient un discours beaucoup plus radical. Donc, le discours de Martin Luther King est très posé. Mais surtout, encore là, il y a 250 000 personnes devant lui, et les paroles qu'il prononce cette journée-là sont celles que cet auditoire, tous un chacun, aurait pu prononcer. Ils se reconnaissent dans ces paroles. Et c'est là qu'on trouve toute la force de ce très, très beau discours. Écoutons-en un extrait. I have the pleasure to present to you Dr. Martin Luther King, Jr. I am happy to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. Five score years ago, a great American in whose symbolic shadow we stand today signed the Emancipation Proclamation. This momentous decree came as a great beacon light of hope to millions of Negro slaves who had been seared in the flames of withering injustice. It came as a joyous daybreak to end the long night of their captivity. But 100 years later, the Negro still is not free. 100 years later, the life of the Negro is still sadly crippled by the manacles of segregation and the chains of discrimination. 100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia,
sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day, even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream. My 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Donc, nous avons eu la première fonction persuasive, la fonction herméneutique. Enfin, il y a la troisième fonction, la fonction heuristique. C'est-à-dire qu'un discours sert à éclairer une situation. Un discours sera efficace dans la mesure où il parvient à mettre de l'avant une idée, un thème qui jusqu'à présent, jusqu'à ce moment-là, n'avait pas eu la même importance. Donc, on parvient à imposer dans le discours public une approche, un thème, une idée. Donc, on fait entrer dans le discours public par un discours efficace, un thème, une idée, un programme. Je vais me servir ici d'un exemple d'un discours également très connu, qui est un discours livré par Dwight Eisenhower, qui est président des États-Unis, au moment précisément où il quitte le pouvoir. Donc, nous sommes le 17 janvier 1961 dans ce qu'on appelle la Farewell Address. Et là, paradoxalement, normalement, ces discours passent assez inaperçus normalement. Lorsqu'ils sont livrés, nous avons un nouveau président qui entre en scène et généralement, l'attention médiatique est portée sur le nouveau président. On l'a vu récemment, donc cette semaine, le discours prononcé par Donald Trump est passé pratiquement inaperçu alors qu'on s'est intéressé à la cérémonie d'investiture qui mettait de l'avant le nouveau président, le président entrant, donc Joe Biden. Mais là, ce qui est particulier ici, c'est qu'on a un Dwight Eisenhower qui était encore assez apprécié à l'époque. Celui qui lui succède, c'est John F. Kennedy, un personnage très charismatique, un jeune président qui incarne une forme de renouveau dans cette décennie des années 60. Donc, Dwight Eisenhower quitte le pouvoir et là, il se sent un peu libéré. Il joue de certaines libertés qui lui permettent de dire des choses peut-être qu'il n'aurait pas osé dire jusqu'à ce moment-là. Et il va s'intéresser dans ce discours, il va mettre de l'avant cette idée comme quoi une menace sérieuse pèse sur le système politique des États-Unis. Et cette menace est celle que représente le complexe militaro-industriel. C'est-à-dire qu'il faut se rappeler que les États-Unis, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, peut-être la guerre de Corée, n'avaient pas d'armée permanente comme telle. C'était une puissance militaire très, très, très modeste. Mais au sortir de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre de Corée, les États-Unis se sont dotés d'une industrie militaire incomparable avec toutes les autres puissances de la planète. Le problème que représente cette industrie, c'est qu'elle devient si puissante qu'elle réussit même à influencer le jeu politique. Et ça, c'est un danger sérieux pour la démocratie des États-Unis. Donc, on a un Dwight Eisenhower, dont je rappelle qu'il était le commandant des forces alliées durant la Seconde Guerre mondiale, général 5 étoiles, donc qui nous, au sortir de son mandat de président civil bien sûr, il rappelle le danger que représente le complexe militaro-industriel. Une formule qui est demeurée, qui existe toujours, qu'on connaît aujourd'hui, justement, par ce discours. Écoutons-en un extrait. A vital element in keeping the peace is our military establishment. Our arms must be mighty, ready for instant action, so that no potential aggressor may be tempted to risk his own destruction. Our military organization today bears little relation to that known of any of my predecessors in peacetime, or indeed by the fighting men of World War II or Korea. Until the latest of our world conflicts, the United States had no armaments industry. American makers of plowshares could, with time and as required, make swords as well. But we can no longer risk emergency improvisation of national defense. We have been compelled to create a permanent armaments industry of vast proportions. Added to this, 3.5 million men and women are directly engaged in the defense establishment.
We annually spend on military security alone more than the net income of all United States corporations. Now, this conjunction of an immense military establishment and a large arms industry is new in the American experience. The total influence, economic, political, even spiritual, is felt in every city, every state house, every office of the federal government. We recognize the imperative need for this development, yet we must not fail to comprehend its grave implications. Our toil, resources, and livelihood are all involved. So is the very structure of our society. In the councils of government, we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex. The potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist. We must never let the weight of this combination endanger our liberties or democratic processes. We should take nothing for granted. Only an alert and knowledgeable citizenry can compel the proper meshing of the huge industrial and military machinery of defense with our peaceful methods and goals, so that security and liberty may prosper together. Enfin, donc, la quatrième et dernière fonction de tout discours est la fonction que Olivier Reboul nomme la fonction pédagogique. La rhétorique a toujours été au cœur de l'éducation, notamment dans l'acquisition ou le développement de la culture générale. En fait, la rhétorique est au cœur de l'enseignement. Le professeur, lorsqu'il enseigne, lorsqu'il passe des savoirs, fait usage des procédés de la rhétorique. Bon, de la même manière, les étudiants, dans leur production scolaire, doivent déployer les outils mis de l'avant, développés par la rhétorique. Donc, la rhétorique est au cœur du projet pédagogique tel qu'on l'entend en Occident. La parole rendue publique dans l'enseignement, la parole rendue publique par la réponse, par les travaux scolaires des étudiants, qui appartiennent donc au domaine public en quelque sorte, à l'intérieur de l'institution scolaire. Donc, la rhétorique est au cœur du projet pédagogique, l'éducation telle qu'on l'entend en Occident. Ainsi se termine cette deuxième séance de notre cours COM 420, rhétorique, oratoire et grand discours. Merci.